c'est soit on y va à fond, soit on n'y va pas. Pour moi, quelqu'un qui a réussi, c'est pas forcément Donald Trump. Pour moi, quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui dort bien. On peut passer au dessert. Ouais. C'est quoi l'idée? Il y a des voitures. Ici, on est dans ce qu'on peut appeler un pôle qui va regrouper plusieurs préparateurs. Donc là, on a Mika, Salut. dont je parlais tout à l'heure, qui lui s'occupe que du detailing. Ensuite, ici, bon, il n'est pas là aujourd'hui malheureusement, c'est Alex qui s'occupe du covering. Là, on voit les jantes de sa GTR ici. Généralement, il a son feu rouge qui est allumé ici. On n'a pas le droit de rentrer parce que le travail de poseur, de covering, c'est hyper minutieux, c'est chiant, c'est long, c'est ce que tu veux. Et donc, tu ne peux pas rentrer toutes les 5 minutes. Ah, ça va frérot. C'est pour ça qu'il barricade son truc. Bon, là, il n'est pas là aujourd'hui. Là, on a Foufi, spécialiste technique, en cas de problème. Donc, c'est Foufi qui gère un peu. C'est là, si Foufi dit tu rentres pas, tu vas pas rentrer ici, je te le dis. C'est moi un peu le gardien du site. Ici, on va avoir la partie donc mécanique avec Chris qui est là. Chris, donc VAC 78, qui lui, il va faire beaucoup d'upgrades sur les voitures, va débloquer certaines options, etc. Et donc Chris, c'est vraiment, on l'appelle doigt de fée dans le milieu. Voilà. Salut doigt de fée. Là-bas, tout au fond, qui est en train de fuir, on a John. Qui fait genre il nous a pas vu, qui a sa boîte qui s'appelle Autoled Prestige. Okay. Et lui il va vraiment faire en fait tout ce qui est LED sur les voitures. Parce que bien souvent quand on a des voitures des années un peu antérieures, etc., tu sais, lui il va remplacer les blocs de LED, des plaques, il va mettre des LED qui flashent, il va te changer les LED de l'intérieur, finalement ça reste des ampoules mais il va mettre de la LED, donc ça sera beaucoup plus au goût du jour. En fait tu vois qu'avoir un intérieur vachement orangé comme on pouvait trouver à l'époque. Et puis il a aussi 2-3 conneries du genre les sambons, les senteurs, etc. Voilà, John, c'est la famille aussi. Donc c'est un peu... c'est des partenaires avec lesquels je vais bosser. J'ai mis du temps à trouver une équipe comme ça. Alors au tout début, j'ai connu John. Et j'allais changer juste mes LED de plaque. J'arrivais tranquille, etc. Je changeais mes LED de plaque et je me barrais. Et petit à petit, en fait, à un moment donné, j'ai eu un RS6. Qui était très très beau avec une configuration incroyable mais qui était tout micro-rayé, etc. Et donc mon carrossier qui s'appelle Kevin, donc de DTEC Automobile, lui m'a conseillé Mika. C'est pour ça que quand j'ai vu Mika arriver, qu'il a détruit ma voiture en disant ouais putain elle est roncée, elle est poncée, je l'ai haï au début, je dis mais c'est quoi ça, tu vois. Et au final, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'interview, au final après tu te dis mais en fait, le gars a vraiment osé dire la vérité, donc c'est qu'il tient vraiment. C'est un vrai pro, il s'en fout en fait de quitter. Tu peux être Akram ou le pape, tu vois, pour lui il s'en fout. Parce que lui il va pas regarder la personne, il va regarder la voiture. Donc tant mieux. Et au final, c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis après, j'ai fait quelques coverings sur mes bagnoles avec Alex. Et puis après, voilà, au final, c'est un endroit dans lequel tu te sens bien. Malgré que moi j'ai mon truc à côté, que j'ai mes trucs, c'est toujours un endroit dans lequel j'aime venir. Parce que bien souvent, on se regroupe tous ici. Petit à petit, on arrive tous à se retrouver là. Et ça, c'est une très très bonne chose. J'ai épousé les étoiles, j'ai épousé leur forme, j'ai épousé les étoiles dans le noir et le soir, j'ai arrêté l'horloge, j'ai épousé les étoiles. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on s'est déplacé avec l'équipe pour vous montrer un endroit qui est très stratégique par rapport à mes sociétés. C'est un centre de formation. Alors, un centre de formation, pourquoi? Parce que j'estime que, étant donné qu'on est plus sur une course de fond qu'un sprint, il vaut mieux valoriser nos sociétés en faisant au fur et à mesure des années des formations qui nous permettent de rentrer dans certains marchés et surtout de se qualifier par rapport à ce centre de formation qui est IFEN, qui se trouve dans le 94 à Villeneuve-Saint-Georges. Donc c'est des gens que j'ai connus par l'intermédiaire d'un cursus professionnel mais qui sont aujourd'hui devenus mes amis. Donc, d'où l'importance d'être bien entouré. Alors, pour bien comprendre à quoi sert un centre de formation, nous, on y vient pour intégrer ce qu'on appelle le Qualibat. Alors, qu'est-ce que Qualibat? Qualibat, c'est un label de qualification et de certification destiné à valoriser les compétences professionnelles et techniques d'un artisan ou d'une entreprise de construction ou de rénovation. Elle assure aux yeux de nos clients une reconnaissance de nos moyens financiers, humain et surtout au niveau de la gestion de la qualité. En d'autres termes, ce label atteste le respect des normes qui sont mises en vigueur par rapport par exemple à un cahier des charges ou à des normes telles que ISO 9001. Alors il ne faut surtout pas confondre
les deux termes, qualification et certification. La qualification, en fait, elle atteste la capacité technique d'un artisan ou d'une entreprise à réaliser des travaux de construction ou de rénovation, et elle permet aussi de valider les compétences professionnelles de l'entreprise tout en les valorisant aux yeux de nos clients. Cependant, la certification Qualibat atteste que l'entreprise en question a mis en place un process de qualité en interne permettant de pouvoir répondre à des cahiers des charges bien précis, tels comme la norme ISO 9001. Donc là, la team, vous allez nous suivre. Je vais vous présenter les lieux, je vais vous présenter les dirigeants du centre de formation et vous allez comprendre pourquoi il est si important de pouvoir faire des formations tout au long de l'année et ce qui nous permet de pouvoir monter en compétences et de valoriser à la fin de notre parcours professionnel notre société. Je suis dans du mort. Je suis hors du time, je suis dans les flammes mais hors du time. Si on a gagné un appel d'offres, on fabrique un système de clim d'hélicoptères de combat. Ça, il faut vraiment que tu le vois. Bonjour, Abdel Benhamer, président de IFEN, l'Institut français de formation en énergétique. C'est pour ça. Tu vas voir, en fait, tu as la partie formation et derrière nous, toutes les machines que tu vois dans le centre, c'est nous qui les fabriquons. Okay. On est fabricant de machines et on fabrique des protos. Et tu as eu le groupe Leonardo, c'est un fabricant d'hélicoptères de combat italien. Ils ont lancé un appel d'offres pour fabriquer un nouveau système de clim et on l'a remporté. On l'a fabriqué et les mecs ont été bluffés. Je vais te le montrer. Il est complètement éclaté et nous on fait les calculs des bonnes puissances. Okay. Au-delà de former les gars qui font de l'install, après on fait du truc high level, après on descend à des niveaux humbles. Mais on est content et pas beaucoup de monde le fait en France. T'es un génie toi. Non, c'est toi le génie. C'est toi le génie. Non, mais tu vois comme quoi c'est important de s'entourer de bonnes personnes, je te jure. Et en plus qu'ils ont une éthique et en plus lui il est grave. Tu sais que c'est une tête, il est grave professionnel et tout. Et en fait c'est grâce à ça que des mecs comme moi, en ayant dans ses contacts et dans ses amis un mec comme Abdoul, arrive à rester dynamique sur du long terme. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est lui ma veille. C'est lui qui m'appelle, qui me dit tiens il y a ça à faire, faut faire ceci, faut faire cela. Et sans ces gens-là, en fait à un moment donné tu arrives, t'es bridé. Tu vois. Et en fait, dans toutes les entreprises, le problème des chefs d'entreprise, c'est qu'ils ont la tête dans le guidon à cause du quotidien. Ouais. Tu as la gestion administrative, gestion du personnel, gestion des plannings. Et quand tu as quelqu'un qui est à l'intérieur ou à l'extérieur qui vont te faire de la veille, comme tu as dit, ce qu'on appelle nous de la R&D, de dire attention, voilà ce qui va se passer 2022, 2023, 2024. Prépare-toi. Tu as beaucoup d'entreprises, ils font quoi? Ils la font monter, ils recrutent, ils arrivent à 100, 150 salariés, ils n'arrivent pas à manager l'équipe, ils n'arrivent pas à recruter les bonnes personnes, ils ne savent pas comme quoi il faut recruter un DAF. D'accord? Ils font quoi? Ils commencent à faire des conneries au niveau comptabilité, ils n'arrivent pas à gérer le personnel, la boîte elle explose. Toi, c'est dommage. Alors si tu as les bons indicateurs, l'idée c'est de récupérer les bonnes informations et les bons indicateurs. Ça. Une entreprise qui coule, c'est de la faute du chef d'entreprise. Une entreprise qui se développe, qui grandit et qui n'arrête pas de recruter, c'est aussi la responsabilité du chef d'entreprise. Voilà. Ça, tu as une responsabilité qui est énorme. Et les gens ne s'en rendent pas compte, ils disent ouais, il a de la chance, il a de la chance. La chance, elle n'existe pas. Non, mais non, voilà. On la provoque, ok. Il la provoque, il ouvre des portes qui sont fermées, il passe à droite, il passe à gauche, il enfonce la porte. Ça, les gars qui cherchent du boulot, qui disent ouais, j'ai pas trouvé de boulot. Non, c'est de ta faute. Pose-toi les questions, pose-toi les questions. Ce qui serait bien, c'est si on pouvait prendre des chômeurs et tu leur fais ce qu'on appelle une psychanalyse, en disant voilà, je te fais une analyse de toi en voyant tous les blocages. Voilà. Tu rentres dans la tête d'un chef d'entreprise, il est quoi? Il a développé par nature, comme un caméléon, il s'est développé des activités de comptable, d'expert comptable, de gestionnaire. De gestionnaire. Et en fait, je suis sûr, un psychologue, il rentre dans sa tête, il devient fou. Il dit mais t'es fou. Comment tu arrives à faire toutes tes activités? Il désassocie. Voilà. Et ça, c'est vrai pour la plupart des chefs d'entreprise qui ont monté des belles boîtes. Et des fois, je suis sûr, même dans la voiture, tu pars tout seul. Voilà. Tu pars tout seul, tu es comme un fou. Pourquoi? Parce que tu dis, ah tiens, l'autre il m'a dit ça, mais pourquoi il m'a dit ça? Ou la stratégie, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai oublié ça tous les jours, du matin au soir, même le week-end. Tu parles, tu remémores certaines situations, tu dis, mais attends, pourquoi le problème il est arrivé jusqu'à là, comment on trouve la solution? Et tu fais que ça. Et comme je disais, c'est notre rôle de pouvoir, voilà, quand tu es à la tête d'une entreprise, de créer plusieurs pieds au niveau de ton tabouret. Voilà. C'est quand tu as 3, 4 pieds, 3, 4 activités, 3, 4 têtes qui t'aident à piloter ton paquebot, voilà, c'est une activité, c'est pas négligeable. Par contre, psychologiquement, voilà, c'est très très dur. Il faut avoir ce qu'on appelle une zone tampon de manière à pouvoir se libérer un peu l'esprit. C'est ça. Parce qu'on prend des coups tous les jours, on prend des coups. Et le problème, tu peux pas en rendre. Voilà, voilà. Du coup, tu absorbes. Tu développes une double personnalité, une triple personnalité, parce que le matin, tu peux être avec un client où tu vas avoir voilà, un discours corporate, etc. L'après-midi, tu es avec tes équipes techniques, il va falloir que tu descendes à leur niveau, tout en maintenant l'information, parce qu'il y a des informations que tu ne peux pas leur communiquer, ou tu vas t'adapter. Du coup, en termes d'adaptation, le rythme de la journée, c'est ça. Là, comme ça.
le banquier qui t'appelle parce que voilà, tu as des projets immobiliers ou autres, il va falloir que tu t'adaptes encore dans un autre truc parce qu'il faut préparer notre retraite. Il ne faut pas oublier, parce que nous, quand on a un accident de travail, c'est qui nous paye? Rien. Personne. Ça veut dire quoi là, on tire sur les chefs d'entreprise. Et nous, chefs d'entreprise, on a quoi? On a une cible. Et toute la journée, voilà, ça. Et tu vois, à la fin, tu as quoi? Tu as une carapace. Voilà. Et on a juste notre petite zone de confort, c'est que le soir, quand on rentre à la maison, tu retires ta carapace. Tu t'assois, tu as les enfants, tu as la famille. Et là, c'est ta zone de confort que personne faut qu'on touche. Et le matin, quand tu te réveilles, tu remets ton armure. Et tu repars au combat. Ah oui, t'as un cyborg, t'as un robot en fait. T'as un robot, voilà. T'as un robot et tu développes ton armure. Et ton armure, elle s'adapte. Tu vois, comme dans les films de science-fiction, c'est qu'aujourd'hui, voilà, tu as une réglementation qui est mise en place, qui nous tombe sur la figure. On fait quoi? Il va falloir s'adapter. Hop, il va falloir faire quoi? S'adapter à quoi? Il faut une nouvelle certification, il faut du personnel. Un personnel qui est malade, comment tu fais? Un personnel qui veut une augmentation, mais il ne le mérite pas, ou que le salarié pense qu'il le mérite, il va falloir le manager, lui expliquer, il va s'adapter. Et le problème qu'on a, nous, c'est qu'on n'a pas reçu ces formations, on va dire, académiques. Tu vois, on a tout appris sur le tas. D'accord. Des gens, ils disent, ouais, j'ai volé le savoir. Sauf qu'on l'a appris, on l'a appris en fonction des événements. Par contre, quand on regarde un chef d'entreprise, on dit, ouais, il a de la chance. Moi, j'aimerais bien regarder la face obscure du chef d'entreprise. Parce que s'il te fait la liste de tous les coups qu'il s'est pris dans la figure aussi, c'est monstrueux. Les gens disent, ouais, moi, je vais faire la même chose que lui. Va te prendre autant de coups que j'ai reçus. C'est pour ça que je suis arrivé là. Tout en restant debout, c'était pas évident. Et tout en restant debout. D'accord. Et même quand... Attends, c'est pas resté tout le temps debout. On t'a mis un genou à terre, on t'a mis 2 genoux à terre. Par contre, il a une capacité de faire quoi? De dire, je me couche pas, je suis pas KO. Je me relève avec un genou, je vais boiter, jusqu'à ce que mes 2 jambes fonctionnent normalement, et je vais me renforcer. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et par contre, quand il s'est pris des coups, il a appris. Franchement, tu vois, l'apprentissage. C'est la meilleure école. Après, ça fait mal, tu vois, mais c'est la meilleure école. Après, tu sais peux comment faire HEC, tu peux faire Harvard, tu fais ce que tu veux. Voilà. Et toi, pour former les meilleurs managers du monde, tu as Harvard University. Ils ont compris un truc, ils n'ont pas mis des profs, ils ont mis que des chefs d'entreprise qui viennent pas avec un discours académique, ils viennent parler de leurs problèmes. Toi, et quand ils viennent parler de leurs problèmes, leur vécu, les coups qui sont pris, comment ils ont esquivé, comment ils ont appris, comment ils ont encaissé. Et toi, le principe aux États-Unis, quand un chef d'entreprise a monté sa boîte, elle a coulé la boîte. Et c'est passé quoi? C'est quand il va voir le banquier dit, ah, tu as coulé ta boîte? Ah bon? Tu l'as coulé? Je te fais confiance. Pourquoi? Parce que tu as appris. En France, on a un gros problème, c'est que quand le mec, il a trébuché dans la vie, ça arrive à tout le monde de trébucher. D'accord? Il trébuche, on ne lui fait pas confiance. C'est fini. Mais au contraire, mais c'est une putain d'apprentissage. Voilà. Ça, c'est un point. Aux États-Unis, vous savez ce qui se passe à Hollywood? À Hollywood, quand tu as un stagiaire, le stagiaire, dans Hollywood, il fait des photocopies. Tout le monde le respecte parce qu'ils savent que demain, il sera peut-être un grand réalisateur. Du coup, ils font attention de la manière dont tu leur parles. En France, tu prends un stagiaire, et moi, ce qui m'est arrivé, quand j'étais jeune stagiaire, on me donnait des boulons à ranger. On me donnait des boulons alors que j'avais un bac plus 3, bac plus 4. On me donnait des boulons à ranger dans les ateliers. Tu vois, aucun respect pour mes diplômes. Et après, une fois que j'ai évolué, j'ai appris. Et c'est pas logique. Non, Mais par contre, la face obscure du chef d'entreprise, moi, j'aimerais bien que des chefs d'entreprise comme Houssine puissent écrire un livre un jour et dire voilà, tous les coups qu'on lui a fait, même les coups bas qui viennent parfois de certains proches. De toute façon, les plus gros coups bas, ils viennent des proches. Et après, il faut s'adapter, il faut avoir une hygiène de vie, une hygiène psychologique. Et nous, personne ne prend soin de nous. Tu sais, on prend soin de tout le monde en entreprise. Tout le monde, il vient avec ses problèmes. Moi, des fois, des salariés viennent me voir, je dis, attends, tu veux que je sorte mon dossier médical? Tu veux que je sorte mes problèmes aussi? Voilà. Ils pensent qu'on n'a pas de problème. On a aussi des problèmes, on est des êtres humains. Par l'argent, le chef d'entreprise dit, ouais, c'est bien, il a ça. Sauf que ça, tout ce qu'on a eu, on ne l'a pas volé. On a bossé. Et combien de temps on a bossé? Donc, quand tu prends le volume horaire du travail, la nuit, ils rêvent. D'accord? Les gens, ils font des rêves, ouais, je suis à la plage, etc. Nous, c'est pas ça. C'est aussi, il va rêver de le planning qu'il y a demain, après-demain, le mois prochain. Le mois prochain, qu'est-ce que j'aurai comme chantier de ma carrière pour pouvoir financer? Et c'est un stress de ouf. Ouais, t'es rongé de l'intérieur tout le temps, en fait. Tout le temps. Les gens, ils le voient pas. Mais je suis sûr que de l'intérieur, si on pouvait regarder, on est pourri, on est rongé. Et du coup, on se retrouve quasiment avec des taux horaires. Les gens ils travaillent à 35 heures, d'autres à 50 heures, 60 heures. Nous, c'est du 24-24. Toute l'année. Les entreprises qu'on a, c'est notre bébé. C'est comme un de nos enfants. C'est ça, mais c'est notre enfant. Et les gens pensent que quand on se sépare du personnel, par exemple, voilà, si on a une chute d'activité, on se sépare du personnel, c'est pas de gaieté de cœur. On va développer une activité, on va essayer de maintenir. Et quand on voit une entreprise qui maintient son personnel pendant tant d'années, voilà, Sauf que tu vois, là, tu viens de parler d'un sujet il n'y a même pas 48 heures, j'étais à la banque parce que j'avais des projets immobiliers pour acheter des terrains et construire. Et donc le mec, le banquier, c'est un nouveau, donc je lui explique tout l'historique de ce TBG, comment j'ai fait, quelle est ma politique, etc. Et le mec qui me dit, mais en 2019, vous avez fait tant de chiffres d'affaires, et en 2020,
vous avez fait 20% de moins. Et je lui dis, ben, c'est normal parce que pendant 2 mois, on a été fermé avec le Covid, etc. Donc, on n'a pas travaillé pendant 2 mois. D'accord, mais pourquoi votre charge au niveau du personnel est toujours la même? Je dis, ben, parce que je suis peut-être partie des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qui sont rares un peu en ce moment, qui a maintenu sa masse salariale parce que je mise plus sur l'humain que sur des qualifications. Et le mec, il ne comprenait pas. Le mec, il ne comprenait pas. C'était un matheux, il ne comprenait pas pourquoi j'avais pris ce risque-là de ne pas me séparer de certaines personnes pour alléger un peu ma trésorerie, etc. Et lui, non, il ne voulait pas savoir. C'est le problème des financiers. Les financiers vont raisonner que rentabilité. Ouais. Nous, ce qu'il y a de bien, c'est comme on a démarré de zéro, regardez un gars entre 4 yeux et on sait que le gars, il est père de famille, il a 2 enfants, 3 enfants, c'est facile de se séparer de lui. Mais la nuit, quand on va se coucher, on dit, mais qu'est-ce qu'ils vont manger les enfants? Est-ce que le gars, dans cette période de Covid, va retrouver du boulot? Tu vois? Peut-être que demain, après-demain, le gars, s'il est fragilisé au bout de 6 mois, 7 mois, peut-être il va développer une maladie, peut-être il va se suicider, peut-être il n'aura pas d'argent pour acheter une paire de baskets. Du coup, quand on décide de défavoriser les bilans de nos sociétés de manière à maintenir le personnel, voilà, on devrait avoir une médaille. Voilà. Parce que c'est humain. Et je te jure qu'il y a des jours, même des semaines, il y avait des gens au bureau, ils faisaient rien. Ils ne faisaient rien, parce qu'il n'y avait rien à faire. Ils faisaient rien, mais je les ai maintenus, j'ai maintenu leur salaire, j'ai payé. Ouais, ça m'a coûté de l'argent et tout. Mais aujourd'hui, je les retrouve parce que quand maintenant la machine elle est relancée, et ben ces gens-là, même s'ils font des heures sup ou ils viennent le dimanche, ils m'appellent pas pour me dire j'ai fait des heures sup. Je suis passé par un sacrifice, eux le font, et en fait on est tous dans le même bateau finalement, tu vois. Et le fait d'avoir investi sur l'humain, moi aujourd'hui, et ben je suis content parce que je les retrouve. Et c'est pas tout le monde qui le fait. Et comme tu dis, si tu veux vraiment privilégier ton bilan, et ben, il y a plein, ils ont dit, bah, allez, c'est le Covid, il y a les aides, allez, tout le monde sort. C'est ce qu'on voit dans les grandes entreprises en France, c'est que pour des questions de rentabilité, les entreprises qui sont rentables, qui dégagent peut-être 5, 6, 7, 10% de marge, s'ils veulent en dégager plus, ils vont fermer leur structure, ils vont l'ouvrir dans les pays de l'Est, en Inde ou en Asie. Nous, à notre petite échelle là, on décide pas de penser juste à notre poche ou à notre retraite, on pense à investir dans l'entreprise. Donc il y a certains moments, moi je pouvais me verser des primes astronomiques. Maintenant j'ai préféré le bien-être de mes employés. Voilà, le bien-être, avoir des meilleurs bureaux, avoir des meilleurs outils de travail, avoir un parc informatique au top, et éventuellement donner des primes. Voilà. Tu vois, et ça c'est notre stratégie. Donc, on investit dans l'entreprise. Par contre, encore une fois, ce qu'on a nous de côté, voilà, on a travaillé 24/24. Voilà, du coup, c'est samedi, dimanche, nous on est là. Voilà, dans ton cas aussi. Dimanche, voilà, une fois qu'il a mangé avec la famille aussi, il va partir quoi? Il va peut-être partir en entreprise en disant merde, j'ai oublié d'éditer le planning, j'ai oublié ça, j'ai oublié les commandes, j'ai oublié. Et nos téléphones sont branchés 24/24. Peu importe l'activité qu'on va avoir en tant que chef d'entreprise, il y a toujours ces mêmes mots qui ressortent, ligne de conduite, sacrifice, persévérance, responsabilité. Et tout ça allié ensemble, quand tu respectes ces règles-là, et ben à la finale, le résultat, il est là, mais à des prix quand même où il faut faire attention, où c'est pas gratuit, dans le sens où il y a quand même une partie de notre santé qui part au quotidien, on est rongé de l'intérieur, on subit pas mal de choses. Et c'est vrai que la santé des chefs d'entreprise, c'est extrêmement important. Et comme je disais tout à l'heure, on est des solitaires. Voilà. Et les seules personnes avec qui on peut discuter, c'est avec d'autres chefs d'entreprise, où on peut se raconter nos soucis et nos incompétences. Parce qu'en termes de management, moi je ne suis pas le meilleur des managers, j'ai énormément de lacunes, j'ai appris sur le tas, je ne suis pas toujours parfait et je n'ai pas les bons mots aux bons endroits. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on s'est construit quasiment tout seul. Et quand on regarde le parc des chefs d'entreprise, dans certains cas, certains chefs d'entreprise, pourquoi ils ont monté leur boîte? On leur pose la question. C'est horrible à dire, mais il y a des gars qui sont super bons qui n'ont jamais trouvé de boulot. Voilà. Et que le fait de ne pas trouver de boulot, ils ont monté leur entreprise. Et en montant leur entreprise, ils ont mangé des cailloux. Pour ça, quand je parle de la face obscure, il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas communiquer. Quand on vous dit, tiens, notre frigo était vide quand on a monté la boîte, les gens ils rigolent, ils disent, ah, t'as une belle voiture et tout. Ouais, mais avant d'arriver là, j'ai mangé des pâtes pendant 6 mois. Sacrifice. Mon frigo, il était vide, j'avais pas 20 € dans la poche. Quand on dit que tu n'as pas 20 € dans la poche, les gens ils rigolent, ils disent mais non, c'est pas vrai, je te crois pas. Ben oui, ou tu as la même paire de chaussures pendant 2 ans. Voilà, ou quand tu as un trou dans la paire de chaussures et tu esquives les flaques d'eau parce que tu sais que tu vas être. Voilà. Tu vas aller voir des amis, tu es obligé d'avoir toujours une façade nickel. Et voilà, c'est pas évident. C'est pour ça que la plupart des chefs d'entreprise, si demain ils pouvaient le faire, l'écrire, ça serait surpris pour la plupart des gens. C'est clair. Voilà. Toi, tu es passé par où pour en arriver là? T'es sorti de l'école, tu t'étais destiné à faire quoi à la base? Moi, en fait, c'est un accident, le fait d'avoir monté ma boîte. Moi, j'ai fait une seconde normale. Après, j'étais viré de l'école parce que j'étais pas un bon élève. L'école m'a jamais intéressé.
Et du coup, mon père faisait du goudron dans une école, devant une école qui faisait du froid. Et il m'a dit, bah, écoute, tu vas rentrer dans une école de froid. Il m'a attrapé, il m'a rentré dans l'école de froid. Ça s'est bien passé. Et la prof m'a fait un compliment. Et la première fois de ma vie, on m'a fait un compliment. On m'a dit, tiens, t'es pas bête, tu devrais continuer tes études. Et c'est l'inconvénient qu'on a aujourd'hui dans notre société. C'est que personne ne va prendre soin de nous en disant, tiens, tu devrais, tu peux. Vous voyez, tout ce qu'on appelle tous les mots positifs. En communication, on appelle ça des mots blancs. Des mots blancs, de manière à pouvoir vous dynamiser. Et dans cette société-là, on va plutôt utiliser des mots noirs ou bien des mots gris, ce qu'on appelle des mots négatifs ou des mots partiellement négatifs. On va essayer de descendre, tu ne peux pas, tu n'es pas capable, c'est trop dur pour toi et tout ça. Non, c'est pas possible. Il faut vraiment les rayer de notre langage. Et moi, cette prof-là, une fois qu'elle m'a dit, t'es pas bête, j'ai dit, waouh, intrinsèquement, ouais, je me suis senti valorisé. J'ai dit, putain, voilà. Du coup, j'ai fait un bac pro. Après le bac pro, un autre prof qui m'a dit, t'es pas bête, tu devrais faire un BTS. Donc j'ai fait un BTS, bac pro, BTS. Après en BTS, on m'a dit tiens, il y a une école de froid qui était très très dure, très compliquée. Et avant, je faisais beaucoup de sport. J'étais un peu tête brûlée. J'aimais bien les trucs difficiles, j'aimais bien les trucs compliqués. J'ai dit tiens, je vais faire l'école de froid. Donc je suis rentré, je suis sorti parmi les meilleurs de l'école de froid. Et j'ai rencontré un ami qui était ingénieur. Et je lui ai dit tiens, ingénieur, c'est pas mal. Tiens, pourquoi pas faire un diplôme d'ingénieur? D'accord, j'ai fait un diplôme d'ingénieur, mais comme ça. Voilà, et comme j'aimais pas l'école, bah voilà, il fallait tirer ce que j'appelle tirer 3 ans. 3 ans à l'école, je dis mais c'est pas possible. J'ai demandé une dérogation pour passer tous les examens en même temps. J'ai baratiné au président en disant j'étais un génie, et j'ai passé tous les examens en même temps. Alors j'ai jamais été en cours et j'ai eu le diplôme d'ingénieur. Donc c'est un gag. Non, mais c'était un gag. Non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Et voilà, j'ai été recruté en parallèle à l'école des mines de Paris où je fabriquais, où j'ai commencé comme technicien, j'ai terminé ingénieur chez eux, où je fabriquais tout prototypes dans lesquels il y a des fluides un peu dangereux, pas dangereux, des systèmes d'efficacité énergétique, toujours dans les énergies renouvelables. Et voilà, et comme on a été élevé avec les films de type Dallas, j'ai toujours voulu travailler dans le pétrole. Et j'ai envoyé mon CV à Schlumberger, une boîte qui font de l'exploitation pétrolière. Et j'ai été recruté par Schlumberger, ils m'ont envoyé un peu en mer du Nord. J'ai d'abord passé un diplôme d'ingénieur pétrole en Écosse. Et quand j'ai passé mon diplôme d'ingénieur pétrole, ils m'ont envoyé un peu en mer du Nord, un petit peu au Sahara algérien. Je me suis amusé quelques années. Et après, je suis revenu en France. Je me suis dit, bon, c'est facile, je suis bardé de diplômes, j'ai tous les diplômes en énergie. J'avais trouvé du boulot. Et j'ai passé 2 ans de galère. 2 ans de galère, pas impossible. De boulot, rien. Ah, rien. Pourtant, tu avais des bagages monstrueux. Rien. Et en fait, dans mon CV, pour dire, au bout de 6 mois, j'ai retiré un diplôme d'ingénieur. Au bout de 12 mois, j'ai retiré mon deuxième diplôme d'ingénieur. Au bout de 18 mois, j'ai retiré le fait que j'avais ma maîtrise. Et je disais quoi, j'avais juste un BTS. J'ai envoyé plus de, je crois, 1500 ou 2000 CV. Et impossible de trouver du boulot. Et comme vous galérez, il n'y a plus à manger. À un moment donné, ouais, faut prendre le taureau par ses cornes et après tu dis tu montes ta boîte. Donc j'ai monté ma boîte qui développe des logiciels et c'est des logiciels de calcul dans l'énergétique. Et quand j'allais voir la plupart des boîtes françaises, je faisais des marchages, et vous allez rire, je faisais des marchages et tout le monde, je disais ouais c'est moi qui ai développé et tout. Parce que quand je travaillais dans le pétrole, j'avais développé un logiciel pour sélectionner des explosifs qu'on mettait dans les puits de pétrole. Du coup, voilà, c'était pas un truc compliqué pour moi, mais quand je le montrais à mes collègues ingénieurs, ils disaient waouh c'est super ton logiciel, alors que c'était pas... Je dis tiens je vais développer plein de logiciels, parce que les gens ils ont une idée du logiciel qui était à cette époque-là un peu galvaudée. Et ce qui s'est passé, j'ai développé le logiciel, j'allais voir tous les bureaux d'études, et en 1 an, vous savez combien j'en ai vendu? 0. Et tout le monde me disait tiens, tu devrais changer les couleurs, etc. Et j'étais choqué parce que le mec connaissait en dev, il me proposait de faire des modifs. Et quand tu taffes pas, la nuit, tu regardes la télé. Et moi, j'aime bien les films de Bruce Lee. Et ma femme qui a fait du marketing, elle me dit ouais, mais il faut une histoire, ta boîte elle est trop petite, etc. Tu auras du mal à vendre. Et comme je regardais les films de Bruce Lee, le producteur s'appelait John Woo dans les films de Bruce Lee. Et j'ai dit, tiens, allez, soyons fous, j'ai monté un site web. J'ai dit que le président de la boîte s'appelle John Woo. On était 30 personnes dans la boîte. La boîte, elle était à Londres. À Paris, on est une succursale, etc. Voilà, et moi, j'ai mis une fonction de directeur technique. Et vous savez combien j'ai vendu de logiciels en 1 mois? Des milliers de logiciels. C'est incroyable. Hein. Je te jure. En fait, il faut toujours fonctionner. Moi, je l'ai toujours fait, c'est vrai. Hein. Comme une multinationale. Et c'est ce que je dis moi, à mes employés. Quand on appelle au bureau, faites croire qu'on est une multinationale. Quand vous êtes sur le terrain, on est une multinationale. Et en fait, quand tu vois grand, tu penses grand, et tu réussis grandement, tout simplement. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que, si on analyse un peu la situation, c'est que la perception qu'ont les gens de toi. C'est pas parce que tu es en basket, avec un survêtement, un jean troué, tu as peut-être les mains sales parce que tu sors d'un chantier. Les gens vont dire, le mec, voilà, il vaut rien du tout. On a un problème d'image dans ces sociétés-là. Ah ouais. Et si par contre,
Voilà. Comme on dit, l'habit fait le moine, c'est horrible. Mais tu mets un costume, tu mets une cravate, ben les gens disent waouh, le gars il est bon. Et il faut arrêter ces images-là. Nous, aujourd'hui, on fait de la formation. On fait la formation à des gens qui sont très éloignés de l'emploi, qui fait que s'il y a un gars qui vient en survêtement, casquette, on n'a aucun préjugé, qu'il soit grand, petit, black, blanc, ce qu'on veut. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, vous savez ce qu'on a fait? On fait des formations sur les soft skills. Soft skills, c'est apprendre à dire bonjour, merci, essayer de respecter la personne qui est en face. Je prends un exemple, j'ai un ami qui a une boîte aux États-Unis en clim. Il est venu pour recruter, il avait besoin de techniciens. Il vient, c'est un grand black, maigre, avec un béret. Il a passé les entretiens des gars. Personne ne l'a calculé parce qu'il était grand, black, maigre et pas bien habillé. Et quand j'ai dit aux stagiaires après qui ont passé l'entretien, le mec c'est un super chef d'entreprise qui est basé à Miami, oh vous déconnez les gars. Et là ils m'ont dit mais il fallait nous prévenir. Non, je vais pas vous prévenir. C'est que demain dans la rue tu peux marcher, tu peux tomber sur une petite vieille qui fait tomber un petit sac, tu peux l'aider à porter son sac, etc. C'est peut-être une RH, c'est peut-être une DRH, c'est peut-être la maman de ton pote. Voilà, tu sais pas qui est la personne. Du coup, respecter qui que ce soit, et ça, c'est vraiment gênant. Et c'est ce qu'on a vécu, nous, avec ma première boîte, c'est le fait d'avoir baratiné et dire que c'était une super grosse boîte, des milliers de logiciels ont été vendus. Et ça t'a débloqué encore, derrière. Ah, mais ça a été... tu vois, quand tu prends SpaceX, c'est ça. Voilà. Et oui, tu passes de 0 €, vous allez rigoler, je passe de 0 € à des milliers d'euros sur ton compte bancaire. Déjà, ma femme m'a dit clairement, elle m'a dit, t'es sûr que tes logiciels ils fonctionnent? T'es sûr quoi? Donc elle ne voulait pas utiliser l'argent, elle avait peur, elle s'est dit, ouais non, on va nous les saisir, peut-être les clients ils vont te demander de rembourser les logiciels, parce que c'est chaud. Mais voilà, ça nous a fait rire à la maison. Et une fois qu'elle a vu comme quoi les clients ils n'ont pas rappelé à la maison, elle dit, bon, on peut garder, on peut l'utiliser. Et voilà, et avec cet argent-là, après, on a acheté une maison. Dans la maison, on a construit dans le sous-sol un petit atelier pour fabriquer des machines. Parce que comme on vendait à des bureaux d'études, à des écoles, des logiciels, ils nous ont demandé de fabriquer des machines. Et un jour, vous allez rire, on a gagné un gros appel d'offres avec un grand groupe, je ne donnerai pas le nom. Et les gars, ils nous ont commandé une centaine de machines. Du coup, je fabriquais dans mon sous-sol. Et je fabriquais une machine, deux machines. Comme le sous-sol est petit, je prends une machine, je mettais dans un petit Kangoo et j'allais les livrer un peu partout en France. Et après, j'en faisais 3 autres. Et à un moment, la direction nationale m'appelle en me disant ouais, on aimerait visiter votre usine de fabrication. Et là, vous êtes à la maison, dans le sous-sol, vous dites wow, c'est chaud. Et la direction vient, ils viennent à 4 directeurs. Ils viennent visiter notre atelier. Et je leur ai donné l'adresse de la maison. Du coup, j'ai dit à ma femme, pars avec les enfants. On a rangé tous les jouets des enfants du jardin. Et les gars m'appellent, ils étaient devant le pavillon. Et ils me disent, ouais, écoutez, on s'est trompé d'adresse. Apparemment, c'est une adresse d'une zone pavillonnaire. Et là, je dis, attendez, ne bougez pas, j'arrive. Donc, je leur ouvre le portail. Ils rentrent chez moi dans la maison. Et ils me disent, mais il est où votre atelier? Je dis, il est là. Et je leur rentre dans le sous-sol. Il y avait peut-être 40 mètres carrés. Et ils me disent quoi, c'est pas possible, on vous a passé une commande et vous avez fabriqué les machines ici. Je dis ouais, j'en fais 2, 3, quand j'ai plus de place, je prends les machines, je les mets dans mon Kangoo et je vous les livre. Et comme j'avais pas d'argent, à l'époque, j'avais dépensé tout mon argent dans la maison, j'avais acheté un petit Kangoo, j'avais mis une galerie, je posais les machines là-haut, j'avais une petite remorque, mais c'était un truc de fou. Et je livrais discrètement en fin de journée, comme ça il n'y avait pas de responsable, on ne me voyait pas. Et les gars se sont regardés, ils sont sortis du bureau, les 4 directeurs, ils ont discuté entre eux, et moi je me disais, c'est mort le contrat, ils vont annuler le contrat, ils vont dire le mec c'est un fou. Ouais, et les gars sont revenus, ils me disent putain, t'es comme Steve Jobs, parce que Steve Jobs a monté sa boîte dans son garage. Ouais. Et moi, comme je suis pur dans la technique, je connaissais Steve Jobs, mais je ne savais pas son histoire. Et les gars, ils m'ont raconté son histoire, ils m'ont dit ouais, ils ont commencé dans son garage, il a monté. Et là j'ai rigolé, je dis ouais, s'il me compare à ce mec-là, déjà, le contrat, je le garde. Et voilà, et j'ai continué à fabriquer des centaines de machines. C'est sur toi qu'on va faire un film. Non, mais c'est toi aussi. Non, mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup. Mais c'est toi aussi. Ouais, il y a beaucoup, bien sûr. Il y a plein de trucs que tu dis pas sur ce que tu as fait. Tu dis, nous, on aime bien. Moi, des fois, au départ, j'avais honte de parler des coups que je me suis pris dans la figure. Maintenant, j'en parle plus librement parce que je suis plus serein. Ouais, avant, j'avais encore de la colère en moi parce que quand on voit 2000 CV, tu trouves pas de boulot, etc. Et le pire aujourd'hui, c'est que je vends des prestations aux gens qui m'ont refusé. Et quand je vois aller dans des boîtes, voilà, je souris. En même temps, je suis fier parce que ils sont cons parce qu'ils auraient pu me recruter, ça aurait coûté moins cher. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Voilà, c'est ce qu'on fait. C'est une petite revanche. C'est très valorisant de la vie. Tu veux pas qu'on montre un petit peu parce que... Ouais, on va montrer un peu ce qu'on fait.
Personnalité libertine comme une putain de rockstar. Toute la soirée sur mes blondes à la Serge 15 bars. J'ai peut-être soulevé ta cousine dans une période instable. T'aurais pas dû te faire de film au lieu de faire un scandale.